Sénégal, promesse de rupture sous la bannière européenne, telle est notre grande interrogation. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre grande habitude, nous allons nous interroger encore ce matin. Eh bien, Sénégal, promesse de rupture, sous la bannière européenne, nous nous interrogeons. Le Sénégal, ou alors le scénario de rupture du Sénégal est-il réellement réaliste ? La stratégie de développement Vision Sénégal 2050, dévoilée le 14 octobre dernier par le duo Faye-Sonko, multiplie les promesses et envisage un pays moderne, souverain et émergent d'ici 25 ans. Un projet qui ne manque pas d'ambition. Eh bien, mesdames, messieurs, une petite fille élégamment tressée admire le soleil poindre derrière un majestueux baobab. La jeunesse qui regarde l'avenir sereinement sans renier aujourd'hui ses racines. C'est l'allégorie choisie par les autorités sénégalaises pour symboliser leur vision Sénégal 2050. Le 14 octobre dernier, l'image s'affiche en grande pompe dans un centre international de conférence Abdou Diouf plein à craquer. Le pouvoir en place au Sénégal depuis avril a donc présenté un projet de développement rompant avec la dépendance de l'étranger et de la dette pour s'appuyer sur les ressources locales et le capital humain, dit d'ailleurs le Premier ministre Ousmane Sonko. Les modèles de développement qu'on nous a présentés ou qu'on nous a appliqués jusqu'à présent ne pourront jamais développer notre pays. Donc, c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré servant à investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement avec, on va le dire comme ça, un développement endogène et souverain, a dit le Premier ministre sénégalais. Seulement, les questions fusent. Est-ce que ces deux hommes, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, sont réellement des Africains, des panafricanistes, des personnes qui pensent au Sénégal, qui pensent à l'Afrique? C'est vrai, on nous parle d'une vision du Sénégal 2050, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Vont-ils rompre entièrement et totalement avec l'Europe, sachant que le Sénégal a souvent été la chasse gardée de la France? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Christelle Fanga. Il est pasteur, mais surtout panafricaniste de renom. Il est notre invité ce matin. André Christelle Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Josselin-Gos, c'est un plaisir de me retrouver à Panafricanist TV pour discuter des questions extrêmement importantes de notre continent et des sujets dont vous avez bien voulu mettre à notre disposition pour que nous puissions disséquer. Je salue tous les panafricanistes, je salue tous ceux qui nous écoutent de partout dans le monde. Vous savez que vous êtes très suivis, donc aujourd'hui nous renouvelons encore notre pacte, n'est-ce pas, de ne pas trahir le combat que nous avons décidé de mener dès notre temps d'enfance. Merci à vous, André Christelle Fanga, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi, on va le dire ainsi, l'actualité sénégalaise. Et bien là-bas, les autorités ont décidé de rompre entièrement et totalement avec l'Europe. Est-ce possible ou pas? Alors, je pense que c'est possible de rompre totalement avec l'Europe, oui, si réellement les autorités sénégalaises ont l'ambition et le projet. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'une Afrique qui doit être souveraine doit justement prendre ses propres décisions, ses propres engagements et créer son modèle, n'est-ce pas, de gouvernance, son modèle économique, son modèle culturel. En fait, tout ce qui est la pâle copie de l'Occident doit être banni. Et donc, nous pensons aujourd'hui que quand nous regardons les autorités, n'est-ce pas, sénégalaises aujourd'hui, oui, c'est possible de rompre, n'est-ce pas, avec l'Europe, c'est possible de rompre avec, principalement, avec le pays dont vous avez cité tout à l'heure, la France. André Christelle Fanga, on ne va pas quand même oublier que le Sénégal a souvent été, pour certains Africains, la chasse gardée de la France. Nous le savons tous que la France, n'est-ce pas, c'est pour ça que vous entendez souvent parler de pays, Afrique francophone, qui est une aberration.
Parce que moi, je ne pense pas que dans une Afrique, il doit y avoir une Afrique francophone, une Afrique lusophone, une Afrique anglo-saxon. C'est une aberration. L'Afrique n'est pas l'Afrique francophone. L'Afrique n'est pas l'Afrique anglo-saxon ou bien lusophone ou bien je ne sais pas quoi. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a été dépecée comme un grand éléphant. Oui. Chacun s'est taillé sa part. Chacun a eu son moment de gloire pour maintenir l'Afrique, n'est-ce pas, sur un joug, n'est-ce pas, étranger. Maintenant que les Africains commencent à comprendre et ont compris, d'ailleurs nos aïeux ont mené ce combat au quotidien pour dire que non, nous ne voulons pas de la domination occidentale. Ils ont bataillé. D'ailleurs, nous ne sommes qu'une génération qui assume, n'est-ce pas, cette bataille-là, ce combat-là mené par les plus récents, c'est les Oumyobé, Ernest Ouandjé, Kwame Nkrumah, Lumumba, Sékou Touré et tout ce qu'on peut en citer, qui sont des années 60 jusqu'en 70, 80. Donc, aujourd'hui, nous qui sommes nés hier, nous avons repris ce même flambeau mené par eux qui disaient, non, Sékou Touré, par exemple, disait, je préfère la pauvreté africaine que... voilà, la dignité, n'est-ce pas, de mon peuple que cette grande richesse que vous nous proposez là, alors que mon peuple ne vit pas dans la dignité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que nous, les Africains, nous assumons, n'est-ce pas, notre autodétermination, notre engagement à la souveraineté, notre engagement pour le devenir, n'est-ce pas, de notre Afrique véritable. C'est pour ça que je dis que c'est possible de rompre avec l'Occident, c'est possible, n'est-ce pas, d'avoir une rupture totale. Et ça, c'est possible parce que il faut des hommes pour prendre des décisions. Il y a des pays... Et vous voyez Ousmane Sonko et Diomaye Faye le faire? Je pense qu'aujourd'hui, si Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, Premier ministre, sont arrivés au pouvoir, c'est parce qu'ils ont abhorré, n'est-ce pas, une casquette ou bien, comment dire, panafricaniste. Oui. Et c'est sur la base, n'est-ce pas, de leur position, de leur déclaration, de leur envie, n'est-ce pas, de promouvoir, n'est-ce pas, l'idéologie, n'est-ce pas, panafricaniste, qu'ils sont arrivés au pouvoir, que les Sénégalais les ont fait confiance. Oui. Et donc, ça a été un travail, n'est-ce pas, qui ne datait pas seulement pour les élections présidentielles, qui datait depuis longtemps. Donc, il y a eu un travail qui a été fait par Ousmane Sonko et celui qui le secondait à l'époque, Diomaye Faye. Il y a eu juste un renversement de position, mais... voilà, donc il y a eu juste un renversement de situation, mais nous savons tous qu'à la base, c'est le discours panafricaniste et des actes panafricanistes qui ont amené ce duo-là au pouvoir au Sénégal. Donc, les Sénégalais ont approuvé, n'est-ce pas, ce programme ou bien cette ambition panafricaniste de ces deux personnalités-là qui nous disaient hier que le franc CFA est une mauvaise monnaie. L'économie sénégalaise était galvaudée, n'est-ce pas, était influencée par l'Occident, et surtout la France, qu'il y avait plein de choses à revoir. Ça, c'est un discours qui est passé. Et d'ailleurs même, vous savez que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été licenciés de leur fonction, n'est-ce pas, en tant qu'inspecteurs des douanes et des impôts. Donc, et ils avaient pour directeur général et ministre des Finances celui qui était le candidat de Macky Sall aux élections, Amadou Ba, qui était le Premier ministre. Donc, vous voyez que les combats, parfois, peuvent alterner, mais ils finissent toujours par se concrétiser à la fin. Donc, nous savons tous que c'est possible que ces deux-là puissent concrétiser le projet panafricaniste, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal. C'est possible. Mais, vous savez, le discours qu'on tient avant l'arrivée au pouvoir et le discours de... Quand on est déjà au pouvoir, c'est deux choses très différentes. C'est souvent deux choses différentes parce qu'il y a des choses que quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à comprendre et vous commencez à voir les contradictions, vous commencez à voir plein de choses, alors vous vous posez la question, est-ce que vous allez maintenir, n'est-ce pas, le cap sur le discours que vous avez tenu? Nous avons vu avec plusieurs, n'est-ce pas, leaders
qui étaient dans l'opposition hier, qui sont arrivés au pouvoir, et finalement on s'est posé la question que est-ce que c'est le même homme qui était à l'opposition, qui est arrivé au pouvoir hier et qui arrive au pouvoir aujourd'hui et qui tient le même discours? Donc vous voyez que M. Josselin Ngoz, nous avons bon espoir que ces deux-là peuvent implémenter le projet panafricaniste. Je suis convaincu. Parce que dès le départ, nous les avons soutenus au départ parce qu'ils nous ont montré, ils ont démontré qu'ils sont panafricanistes, ils travaillent pour le panafricanisme. Mais maintenant qu'ils ont le pouvoir, attendons de voir maintenant, donnons-leur encore un peu de temps, oui, un peu de temps pour voir est-ce qu'ils vont implémenter tous les projets, n'est-ce pas, cités plus haut, ou bien cités par eux-mêmes dans leurs projets. Ils ont exposé les projets qu'ils devaient réaliser, n'est-ce pas, quand ils arriveront au pouvoir. Donc, nous sommes convaincus aujourd'hui que, ok, il y a des influences, et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, même dans d'autres interventions, dans d'autres chaînes de télévision, j'ai toujours dit, c'est notre trophée. C'est-à-dire, ceux qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal sont notre trophée. C'est-à-dire le trophée du panafricanisme. C'est des leaders panafricanistes qui sont arrivés au pouvoir. Mais maintenant, il y a des influences, n'est-ce pas, quand vous arrivez au pouvoir, que ça soit occidental, que ça soit local et tout le reste là, qui veulent récupérer le trophée entre les mains des panafricanistes. Et c'est à nous maintenant, les panafricanistes, de ne pas abandonner, n'est-ce pas, notre trophée pour que les Occidentaux, les néo-panafricains, parce que vous savez qu'il y a un nouveau terme maintenant, des néo-panafricains. Donc, ils sont nombreux comme ça. Tu vois, qui sont en train de batailler pour récupérer justement les trophées de guerre, les trophées que nous avons engrangés. Même chose, vous allez retrouver qu'au Mali, au Mali, c'est toujours les mêmes gens, ceux qui combattaient hier, les militaires au pouvoir, c'est eux qui sont reçus, au Burkina Faso, au Niger. Vous voyez un peu, c'est eux qui ont la part belle, les France-Africains, en fait, qui se sont revêtus de la peau du panafricanisme aujourd'hui. C'est eux qui maintenant font le tour des palais, n'est-ce pas, où c'est les batailles panafricaines qui ont renverser les régimes dictatoriaux ou bien les régimes, n'est-ce pas, pro-français au niveau de ces États-là. Donc, nous savons tous que nous sommes en bataille. Même quand nous remportons certaines victoires, nous ne pouvons pas baisser les bras. Et donc, Ousmane Sonko, Diomaye Faye sont une victoire du panafricanisme et nous espérons que nous n'allons pas perdre ce trophée-là que nous avons remporté de haute lutte. Il faut également avouer à André Kisesfanga, depuis plusieurs années aujourd'hui, la présence française est massivement rejetée en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas également oublier les bases militaires. On se rappelle de ce que, en mai dernier, Ousmane Sonko a d'ailleurs fait une sortie, a remis en question la présence militaire française au Sénégal. Pour l'instant, officiellement, il y a 350 soldats français sur le sol sénégalais. Quand est-ce que le gouvernement, alors les autorités sénégalaises, vont leur demander de partir? Parce que là, les Africains attendent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le plus grand problème aujourd'hui dans la compréhension de la lutte panafricaine et surtout des leaders panafricains, c'est comment arriver au pouvoir. Vous allez comprendre que l'arrivée au pouvoir, par exemple, de Assimi Goïta, est la résultante de la bataille du peuple. C'est-à-dire les peuples ont bataillé, mobilisation dans les rues et tout le reste, jusqu'à ce que les militaires viennent donner le coup de grâce. Il faut le rappeler toujours. C'est le peuple qui a décidé de faire partie IBK, de faire partir, n'est-ce pas, ces pro-français du pouvoir. Alors, si le peuple a décidé, en faisant des marches et tout le reste, c'est justement sous la pression, n'est-ce pas, de ce peuple-là que finalement, les militaires qui ont les armes finissent par donner le coup de grâce. Je dis bien le coup de grâce, c'est-à-dire la dernière étape de la révolution. Et comme c'est eux qui ont les armes, la plupart prennent le pouvoir. Ça, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc, la réussite du combat panafricaniste. Maintenant, au Sénégal, il y a eu une lutte électorale. Une bataille électorale, mais sous la bannière panafricaniste. Donc, vous voyez que la manière d'obtenir le pouvoir est bien différente. C'est-à-dire, les autres sont arrivés par les armes, les autres sont arrivés par les élections.
Et donc, ils ne peuvent pas avoir le même engagement politique, en fait, la même mentalité de révolutionner les choses. Et donc, c'est à nous de comprendre que ce que Assimi Goïta peut prendre comme décision, M. Diomaye Faye ne le prendra pas de la même manière, façon. Oui. Parce que ces deux politiciens, deux dirigeants sortant de deux pôles différents, c'est-à-dire de deux moules différents. L'autre, c'est un militaire, l'autre, vous savez que le militaire discipline, on fonce, on ne recule devant rien, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas qu'on réfléchit à gauche, à droite pour voir les contours et les pourteurs. On n'est pas un homme politique, donc on agit comme on a pensé. Et immédiatement. Alors que là-bas, vous voyez un peu, il faut regarder tous les contours et les pourtours. Au Sénégal, il faut réfléchir. Quel est l'impact? Quel est ceci? Alors que le militaire, lui, ne réfléchit pas. Dès qu'il a déjà cible en vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Dégager la cible. Neutraliser. Neutraliser, c'est tout. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que l'idéologie devient différente. Donc, votre question, la réaction des dirigeants actuels du Sénégal ne peuvent pas prendre la décision un matin, français, base militaire française, dégagée. Il faut des concertations, il faut des arrangements, il faut plein de choses, il faut même des négociations à la limite, parce que ce n'est pas des révolutionnaires, c'est des gens qui sont arrivés au pouvoir par diplomatie, par élection en fait. Bon, par démocratie, comme vous aimez le mot démocratie, pas démocratie. Démocratie pour qui d'ailleurs? Parce que pour nous, personnellement, on ne croit pas à la démocratie. C'est pour ça que j'ai dit que pour la démocratie. Parce que ceux qui nous suivent là, sûrement, il y a des démocrates, il y a des gens qui aiment bien la démocratie. Mais moi, je vous dis, comment vous aimez le mot démocratie? Ils sont arrivés par la méthode, les méthodes démocratiques. Mais vous savez, je vous ai toujours dit, monsieur Josselin Goss, moi je ne crois pas à la démocratie parce que c'est un slogan, c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine parce que en réalité, ce n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Oui. Si c'était le cas, Assimi Goïta, c'est l'un des plus grands démocrates. Parce que vous avez vu les mobilisations au Mali, au départ de cette révolution. 4,5 millions de personnes se mettent dehors pour soutenir un homme. Alors qu'il y a des gens, même dans cette Afrique de l'Ouest, qui ont été votés à 1 million de voix. Sur le continent, c'est le cas également. Mais ils sont nombreux qui ont été votés, n'est-ce pas, qui ont gagné une élection présidentielle avec 1 million de voix. Alors que nous, au Mali, nous avons vu 4,5 millions de personnes sorties mobilisées pour dire, en une journée, dire oui en fait, au gouvernement de transition et dans toutes les villes. Alors, entre 4,5 millions de personnes qui sortent pour soutenir, n'est-ce pas, le gouvernement de transition et celui qui gagne une élection, n'est-ce pas, avec 1 million de personnes, qui est le plus légitime dans tout ça? C'est des questions que nous devons nous poser et véritablement établir le parallèle entre la vraie démocratie et la fausse démocratie que nous avons. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut trouver un autre mot au lieu de parler de démocratie, parce que les vrais démocrates, c'est ceux qui, justement, comprennent les aspirations du peuple, marchent selon les aspirations du peuple et vivent selon les aspirations du peuple. Parce que le vrai détenteur du pouvoir démocratique, c'est le peuple. Et donc, si vous devenez ce que nous voyons dans d'autres pays, comme en Côte d'Ivoire, celui qui est arrivé d'abord, premièrement, il faut rappeler que M. Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir par les armes. Ça n'a jamais été une élection, parce que c'était une mascarade. La preuve en est, la commission électorale avait déclaré vainqueur le président Laurent Koudou Gbagbo jusqu'au Conseil constitutionnel. Ça, on a vu ce qui s'est passé. On a vu comment M. Alassane Dramane Ouattara, avec sa rébellion, dirigée par Kimba Fori Soro Guillaume, avec les militaires français et tout le reste, ont marché sur les Ivoiriens pour installer, n'est-ce pas, leur laquais aujourd'hui au pouvoir. Même quand il est revenu pour les élections la deuxième fois, n'est-ce pas, candidat, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Troisième fois, il a modifié la Constitution, alors que la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Donc, vous voyez que ce n'est pas des démocrates, en fait, ce n'est même pas la démocratie, cette affaire-là. Donc, pour simplement dire que, M. Josselin Goss,
la façon d'arriver au pouvoir détermine aussi les engagements que vous allez prendre pour diriger le pays. Et quand nous regardons le Sénégal actuel, n'est-ce pas, ils sont arrivés au pouvoir par les voies démocratiques, électives, n'est-ce pas, par les voies, n'est-ce pas, que les Africains aiment bien. Certains Africains aiment bien parce qu'ils le récitent au quotidien. Non, la démocratie, élection, droit de l'homme, droit de ceci. Ben, bon, on vous sert ça comme sur un plat et dit, bon, allez-y alors, voici les élections. On est prêt à organiser les élections. Légère digression, M. Josulangos. Vous savez que Zelensky n'est plus président en Ukraine depuis parce que son mandat est échu depuis longtemps. Ouais. Mais il est toujours au pouvoir. Allez savoir ce qui se cache derrière. Mais on ne met pas la pression d'organiser les élections. Il n'y a aucune pression pour Zelensky d'organiser les élections en Ukraine. Pourquoi? Mais on met la pression au Mali, on met la pression au Burkina Faso, on met la pression au Niger. D'ailleurs, même, on a voulu même engager des frappes militaires sur le Niger pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Mais voilà quelqu'un qui a perdu le pouvoir, en fait, qui n'est plus légitime, son mandat est échu depuis longtemps, mais il continue à diriger l'Ukraine. Revenons sur le cas du Sénégal, André-Christophe Fonga. On va se rappeler également qu'il y a quelques mois aujourd'hui, des jeunes Sénégalais sont sortis dans les rues, ils étaient d'ailleurs des millions, des milliers, et qui demandaient justement la fin de la présence des enseignes françaises au Sénégal. On se rappelle d'ailleurs de ce que ces derniers ont vandalisé ces enseignes. Mais on nous parle quand même d'une rupture dans les jours à venir. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons l'engagement de ces autorités élues du Sénégal, oui, je pense que de manière douce, la révolution peut se faire. Les jeunes Sénégalais sont allés dans la rue, ils ont dit non à la présidence française, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça concourait au discours panafricain, n'est-ce pas, panafricaniste de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye et de tous ces leaders-là, n'est-ce pas, qui composaient le PASTEF de leur parti. Et donc, c'est pour ça que ces jeunes, ou bien ces Sénégalais, ont donné de la voix pour ce duo. Vous voyez un peu. Mais ça ne vous posez-vous des questions, M. Joselangos, simplement. M. Sonko, qui était le leader charismatique du PASTEF, se retrouve en prison et ne peut pas concourir, ne peut pas aller aux élections. Il passe la main à son second. Son second vient un candidat à l'élection et gagne les élections. Oui. Mais si ce n'était que ça dépendait juste de Sonko, vous voyez un peu, il pouvait faire comme tous les autres leaders de l'opposition africains. Vous les connaissez? Oui. Tout. On peut tout perdre. Mieux vaut, si je ne suis pas là, on perd tout. Si je ne suis pas là, on perd tout. C'est-à-dire, on en connaît des leaders qui ont boycotté des élections parce que leurs intérêts n'étaient pas garantis. Vous voyez un peu? Alors que ce duo nous a montré un bel exemple de dire que si je n'ai pas possibilité d'être candidat, mon second peut être candidat. Et dès que le second est passé, le même peuple a fait confiance au second comme si c'est le premier qui était. Et donc, vous voyez que ça a renversé, c'était quand même une victoire, une large victoire du peuple sénégalais qui avait mûri. Donc, ce peuple dont vous avez dit sont allés vandaliser ou bien aller dire, sont descendus dans la rue pour dire que on ne veut plus de la présence française sur notre territoire. Donc, ce peuple-là a fait confiance à deux leaders du PASTEF, Diomaye Faye et M. Sonko. Donc, la révolution est en train de prendre son cours. Ce qui est sûr, d'ailleurs, le discours de Ousmane Sonko, le Premier ministre, il vous a dit clairement, n'est-ce pas? Et sachez que c'est lui le porteur de la voix. De la voix. C'est le porteur de vision. Vous voyez un peu? Mais il y a un décalage. Parce que c'est là où il faut faire la différence entre le président de la République, qui est l'institution, qui doit prendre les décisions, et maintenant le leader politique.
Vous voyez un peu, parce qu'actuellement, il y a ce problème-là au Sénégal. Le président de la République, c'est le président de Diomaye Faye, qui est, comment on peut dire, le poulain ou bien la fabrication de Ousmane Sonko. Mais comme l'institution est toujours plus forte que le parti politique ou bien le leader politique, vous savez qu'il y a eu ce problème au Cameroun à une certaine époque. Le président Ahidjo, quand il démissionne du pouvoir, reste président de l'UNC. Et le président Paul Biya reste président de la République. Et lors d'une cérémonie, on dit que non, c'est le président de la République qui vient attendre le président du parti parce que le parti est au-dessus de l'État. C'est là où certains leaders, n'est-ce pas, constitutionnalistes et tout le reste ont dit non. Le parti ne peut pas être au-dessus de l'État. Parce que l'État, c'est l'État. L'État, c'est toute la composante. J'essaie de souligner ça pour que vous compreniez les difficultés, n'est-ce pas, de prise de décision ou bien de l'engagement direct de dire à la France, n'est-ce pas, dégagez, parce que la posture de Diomaye Faye, qui est président de la République, et la posture de Ousmane Sonko, Premier ministre, qui attend les instructions, n'est-ce pas, du président de la République, alors que c'est lui le porteur de vision, n'est-ce pas, du PASTEF, alors ça devient très compliqué. En quelques secondes, et pour sortir rapidement de cette édition de Parole panafricaniste, on nous parle justement de ce slogan Vision Sénégal 2050. D'ailleurs, le slogan est clair. On nous parle d'un Sénégal émergent d'ici 25 ans, moderne et surtout souverain. Vous y croyez? J'y crois fermement parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la jeunesse. Nous avons au pouvoir au Sénégal des jeunes qui comprennent les problèmes des jeunes et qui ont une vision futuriste. Et je pense que dans cette vision-là, il y a des projets qui sont mis dans Sénégal 2050, émergent 2050. Ça veut dire qu'il y a déjà, n'est-ce pas, des éléments sur lesquels ils vont travailler pour atteindre ces objectifs-là. Et ça veut dire qu'ils se construisent dans la durée au pouvoir. C'est-à-dire quand vous regardez, peut-être Diomaye Faye va faire un mandat, donner un mandat à Sonko, en fait, le système Dimitri Medvedev, Vladimir Poutine. Peut-être ça sera comme ça, mais attendons voir. Mais je pense que la jeunesse africaine a compris, n'est-ce pas, qu'il faut batailler pour son émergence, pour sa souveraineté, pour sa liberté. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement dans la plupart des pays. Et donc, ce Sénégal-là, nous n'allons pas abandonner. Nous savons qu'il y a des contradictions. Nous savons tout ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites pour essayer, n'est-ce pas, de récupérer, n'est-ce pas, ce trophée, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, cet trophée remporté par les panafricanistes. Mais nous allons continuer, n'est-ce pas, à accélérer, à maintenir Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans le giron panafricaniste pour qu'ils accomplissent cette, n'est-ce pas, cette mission, cette vision que nous attendons de l'Afrique, surtout la souveraineté. Merci à vous d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV, n'est-ce pas, qui sont dispersés partout dans le monde. Donc, c'est un plaisir de toujours revenir, n'est-ce pas, et davantage éclairer la lanterne des Africains. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.